Elle avait 23 ans quand on l'a enterrée vivante. Je veux que vous compreniez ça avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. 23 ans, un âge où la plupart d'entre nous commencent à peine à comprendre qui nous sommes, un âge où nous pensons avoir toute la vie devant nous. Et elle était là, dans un cercueil de bois, sous la terre, consciente, respirant encore, sentant chaque grain de sable qu'on jetait sur sa tombe pendant que des centaines de personnes regardaient. Des hommes, des femmes, des enfants, des prêtres, tous debout autour de cette fosse, tous en train de prier, tous en train de chanter des hymnes pendant qu'elle griffait le bois au-dessus d'elle dans le noir. L'année était 1693. L'endroit était un petit village de Nouvelle-Angleterre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et la femme qu'on était en train d'enterrer vivante s'appelait Mercy Brown, ou du moins c'est le nom que l'histoire a retenu. Mais ce n'est pas tout à fait exact parce que l'histoire de Mercy Brown est en fait celle de sa sœur, celle qu'on a déterrée, celle dont on a arraché le cœur, celle dont on a brûlé les organes et donné les cendres à boire à son frère mourant. Et je vais vous raconter toute cette histoire maintenant, chaque détail horrible, chaque moment insoutenable, parce que ce qui est arrivé à cette famille révèle quelque chose de profondément perturbant sur la nature humaine, quelque chose que nous n'avons toujours pas affronté, quelque chose qui se reproduit encore aujourd'hui sous des formes différentes mais tout aussi terrifiantes. Mais voilà ce que vous devez comprendre d'abord. Cette famille n'était pas maudite. Ils n'étaient pas possédés. Ils n'étaient pas victimes de sorcellerie ou de vampires ou de quelque force surnaturelle que ce soit. Ce qui leur est arrivé peut s'expliquer par la médecine, par la science, par des faits vérifiables. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne savaient pas ça. Ils voyaient leurs proches mourir un par un d'une maladie qu'ils ne comprenaient pas, et dans leur désespoir, dans leur terreur, ils se sont tournés vers des explications qui leur semblaient logiques dans leur contexte. Et ces explications ont conduit à des actes que nous considérons aujourd'hui comme barbares, mais qui étaient vus à l'époque comme de la compassion, comme de l'amour, comme la seule chose raisonnable à faire pour sauver ceux qui restaient. Ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est que personne n'était méchant. Personne ne voulait faire du mal. Tout le monde pensait faire ce qu'il fallait. Et c'est exactement comme ça que les atrocités se produisent, pas parce que les gens sont cruels, même si certains le sont, mais parce qu'on peut convaincre des gens ordinaires, des gens bons, des gens qui aiment leur famille, qu'ils participent à un acte de salut alors qu'en réalité ils participent à une profanation. Restez avec moi parce que je vais vous raconter toute l'histoire. Pas seulement ce qu'ils ont fait à la fin, mais comment ils en sont arrivés là, qui ils étaient, ce qu'ils ont perdu, et pourquoi une communauté entière de gens normaux et rationnels s'est réunie un matin de mars pour déterrer un cadavre et lui arracher le cœur pendant que les vivants regardaient et priaient et croyaient sincèrement qu'ils faisaient la volonté de Dieu. C'est l'histoire de la famille Brown. Et je vous promets, une fois que vous saurez ce que je m'apprête à vous dire, vous ne l'oublierez jamais non plus, et vous ne regarderez plus jamais la nature humaine de la même façon. Laissez-moi vous ramener au début parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé à la fin sans comprendre qui ils étaient au départ. La famille Brown vivait dans le Rhode Island, dans une petite communauté agricole appelée Exeter. C'étaient des gens ordinaires, des fermiers qui travaillaient dur, qui allaient à l'église le dimanche, qui connaissaient tous leurs voisins. Le père s'appelait George Brown, la mère Marie-Elisa. Ils avaient plusieurs enfants dont Marie-Olive, la fille aînée, et un fils nommé Edwin. C'était une famille comme toutes les autres familles de cette région à cette époque, ni riches ni pauvres, juste des gens qui essayaient de survivre dans un monde où la vie était dure et la mort toujours proche. Mais en 1883, quelque chose a commencé à se produire, quelque chose que la famille Brown ne comprenait pas, quelque chose qui allait les consumer tous un par un sur une période de 9 ans. Marie-Elisa, la mère, est tombée malade. Au début, c'était juste une toux, rien d'inquiétant, le genre de choses que tout le monde attrape en hiver. Mais la toux ne s'est pas arrêtée. Elle a empiré. Elle est devenue plus profonde, plus violente, jusqu'à ce que Marie-Elisa crache du sang. Elle a commencé à perdre du poids, beaucoup de poids, son visage est devenu pâle, presque translucide, ses yeux se sont enfoncés dans leurs orbites, et malgré tous les efforts du médecin local, malgré toutes les prières de la famille, malgré tous les remèdes traditionnels qu'ils ont essayés, elle a continué à décliner. En 1883, Marie-Elisa Brown est morte. Elle avait consumé de l'intérieur, vidé de sa substance, transformée en fantôme avant même que son cœur ne cesse de battre. La famille l'a enterrée dans le cimetière local, a pleuré sa perte, et a essayé de continuer leur vie. Mais la maladie n'en avait pas fini avec eux. Moins d'1 an après la mort de leur mère, Marie-Olive, la fille aînée, a commencé à présenter les mêmes symptômes. La même toux. La même perte de poids. Le même déclin progressif et inexorable. George Brown a regardé sa fille mourir exactement de la même façon que sa femme était morte, et il ne pouvait rien faire. Les médecins ne pouvaient rien faire. Les prêtres ne pouvaient rien faire. En 1888,
Marie-Olive est morte, et la famille l'a enterrée à côté de sa mère. 2 tombes côte à côte, 2 femmes emportées par la même maladie mystérieuse en l'espace de 5 ans. Et puis ça a été le tour d'Edwin, le seul fils survivant de George Brown. Edwin était jeune, fort, en bonne santé, exactement le genre de personne qui devrait pouvoir résister à n'importe quelle maladie. Mais en 1890, il a commencé à tousser aussi, et George Brown a su, avec cette certitude terrible que donne l'expérience et le chagrin répété, que son fils allait mourir comme sa femme et sa fille étaient mortes, consumées de l'intérieur par quelque chose qu'il ne pouvait ni comprendre ni combattre. Mais voilà ce que vous devez savoir sur la maladie qui tuait la famille Brown. Ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas de la sorcellerie. C'était la tuberculose, une infection bactérienne qui attaque principalement les poumons et qui était, au XIXe siècle, l'une des maladies les plus meurtrières au monde. La tuberculose se propage par l'air, par les gouttelettes que les malades expulsent quand ils toussent, ce qui signifie que dans une famille vivant dans une petite maison, respirant le même air, partageant les mêmes espaces, si une personne l'attrape, les autres vont probablement l'attraper aussi. C'est pourquoi la tuberculose détruisait des familles entières. Ce n'était pas parce qu'elles étaient maudites, c'était parce qu'elles vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient dans des pièces adjacentes, respiraient le même air contaminé jour après jour après jour. Mais les gens de Nouvelle-Angleterre en 1890 ne savaient pas ça. Ils ne comprenaient pas les bactéries ou les infections ou la transmission des maladies. Ce qu'ils voyaient, c'était des familles où une personne mourait, puis une autre, toujours avec les mêmes symptômes, toujours dans le même ordre, comme si quelque chose les drainait systématiquement, les vidait de leur vie. Et il y avait une explication qui circulait dans ces communautés, une explication qui avait du sens pour eux compte tenu de ce qu'ils observaient, une explication qui venait des vieilles croyances européennes que leurs ancêtres avaient apportées avec eux. Quand ils avaient traversé l'océan, ils pensaient que les morts se nourrissaient des vivants. Ils pensaient que lorsqu'une personne mourait de cette maladie consumante, elle ne se reposait pas vraiment dans sa tombe. Ils pensaient qu'elle continuait à vivre d'une certaine façon, qu'elle revenait la nuit pour se nourrir de l'énergie vitale de ses proches encore vivants, les drainant lentement, les consumant de la même manière qu'elle avait été consumée. Ce n'était pas exactement le vampirisme tel que nous le connaissons aujourd'hui grâce aux films et aux livres. Ce n'était pas Dracula avec ses crocs et sa cape. C'était quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, de plus ancré dans la réalité quotidienne de ces communautés. Ils appelaient ça la consomption, et ils croyaient que les morts consumaient les vivants, non pas en sortant physiquement de leur tombe pour mordre des gens, mais en exerçant une sorte d'influence mystique, une connexion qui persistait au-delà de la mort et qui permettait aux défunts de drainer l'énergie vitale de ceux qui restaient. Et il y avait un test pour savoir si c'était vraiment ce qui se passait. Il y avait un rituel, une procédure que les communautés suivaient quand elles soupçonnaient qu'un mort se nourrissait des vivants. Elles déterraient le corps. Elles l'examinaient. Et si le corps semblait trop frais, trop préservé, s'il restait du sang liquide dans le cœur, si les organes n'étaient pas complètement décomposés, ça voulait dire que le mort était encore actif, qu'il se nourrissait encore, qu'il fallait faire quelque chose pour l'arrêter. Et ce qu'il faisait, c'était qu'il retirait le cœur. Il le brûlait. Il réduisait les organes en cendres. Et puis il donnait ces cendres à boire aux membres de la famille encore vivants qui montraient des signes de la maladie, parce qu'il croyait que ça briserait la connexion, que ça stopperait le drainage, que ça sauverait ceux qui pouvaient encore être sauvés. Je sais que ça semble fou. Je sais que de notre perspective moderne, avec toutes nos connaissances sur la médecine et les maladies, ça semble barbare et superstitieux et complètement irrationnel. Mais essayez de vous mettre à leur place. Essayez d'imaginer que vous regardez votre famille mourir, un par un, toujours de la même façon, et que vous ne comprenez pas pourquoi. Essayez d'imaginer le désespoir, la terreur, le besoin absolu de faire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter ça. Et puis quelqu'un vous dit qu'il y a une explication, qu'il y a une raison, qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous ne seriez pas tenté d'essayer? Même si ça semble étrange, même si une partie de vous doute, vous ne voudriez pas tenter n'importe quoi qui pourrait sauver ceux que vous aimez? C'est exactement ce que George Brown a pensé en 1892 quand Edwin, son fils, était en train de mourir. Edwin avait essayé tous les traitements médicaux disponibles. Il était allé dans le Colorado, où le climat sec était censé aider les patients tuberculeux. Ça n'avait pas marché. Il était rentré à la maison, de plus en plus malade, de plus en plus faible, toussant du sang, perdant du poids, mourant de la même maladie qui avait tué sa mère et sa sœur. Et les voisins de George Brown sont venus le voir. Ils lui ont dit qu'ils savaient ce qui se passait. Ils lui ont dit que quelqu'un dans sa famille, quelqu'un qui était déjà mort, était en train de se nourrir d'Edwin. Ils lui ont dit que s'il voulait sauver son fils,
Il devait déterrer les corps de sa femme et de ses filles et vérifier lequel était responsable. George Brown ne voulait pas faire ça. Les sources historiques sont très claires là-dessus. Il pensait que c'était une superstition ridicule. Il ne croyait pas aux morts qui se nourrissaient des vivants. Mais son fils était en train de mourir. Son dernier enfant. Son seul fils. Et tous les traitements médicaux rationnels avaient échoué. Qu'est-ce qu'un père est censé faire dans cette situation? Quand la médecine a abandonné, quand la science n'a pas de réponse, quand la seule chose qui vous reste est l'espoir désespéré qu'il existe peut-être quelque chose au-delà de ce que vous comprenez, quelque chose qui pourrait sauver votre enfant. George Brown a cédé. Pas parce qu'il croyait vraiment, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de ne pas essayer tout ce qui était possible, même les choses qu'il trouvait absurdes, parce que si son fils mourait et qu'il n'avait pas tout tenté, il ne pourrait jamais se le pardonner. Donc le 17 mars 1892, George Brown, accompagné de plusieurs voisins, du médecin local, et de représentants de la communauté, s'est rendu au cimetière d'Exeter. Ils ont déterré 3 corps ce jour-là. D'abord Marie-Elisa, la mère, morte depuis 9 ans. Son corps était complètement décomposé, juste un squelette dans un cercueil pourri. Les gens ont regardé et ont dit non, ce n'est pas elle, elle repose en paix, elle ne se nourrit de personne. Ensuite ils ont déterré Marie-Olive, la fille aînée, morte depuis 4 ans. Son corps aussi était largement décomposé, pas complètement réduit à l'état de squelette mais clairement en processus de décomposition normale. Les gens ont regardé et ont dit non, ce n'est pas elle non plus. Et puis ils ont déterré Mercy Brown, la plus jeune fille, celle dont je ne vous ai pas encore vraiment parlé parce que son histoire est celle qui va vous hanter pour toujours. Mercy Brown était morte seulement 2 mois auparavant, en janvier 1892. Elle avait 19 ans. Elle était tombée malade très soudainement, beaucoup plus rapidement que sa mère ou sa sœur, et elle était morte en quelques semaines. Parce qu'elle était morte en plein hiver, en janvier dans le Rhode Island où le sol était gelé, sa famille n'avait pas pu l'enterrer immédiatement dans le sol. Ils avaient mis son cercueil dans une crypte au-dessus du sol, une sorte de caveau de pierre où les corps attendaient jusqu'au printemps quand la terre dégèlerait suffisamment pour permettre un enterrement approprié. Ce qui signifie que quand ils ont ouvert le cercueil de Mercy Brown en mars, son corps avait été essentiellement réfrigéré pendant 2 mois. Il n'avait presque pas décomposé. Sa peau était encore relativement intacte. Ses organes étaient encore présents. Et quand le médecin a examiné son corps, quand il a ouvert sa poitrine pour regarder son cœur, il a trouvé du sang liquide. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé dans ce moment. Les gens qui étaient rassemblés autour de cette tombe, qui regardaient le médecin examiner le corps de Mercy Brown, ils ne comprenaient pas les principes de base de la décomposition. Ils ne savaient pas que les corps se décomposent à des vitesses différentes selon la température, l'humidité, les conditions environnementales. Ils ne savaient pas qu'un corps gardé au froid pendant 2 mois en plein hiver serait naturellement mieux préservé qu'un corps enterré dans le sol pendant 4 ans ou 9 ans. Ce qu'ils savaient, c'était que le corps de Mercy Brown avait l'air trop frais. Qu'il restait du sang dans son cœur. Que selon tous les critères qu'ils utilisaient pour identifier un mort qui se nourrissait des vivants, Mercy Brown correspondait parfaitement au profil. Et donc ils ont conclu, avec cette certitude terrible que donne la peur mélangée à l'ignorance, que Mercy Brown était responsable. Qu'elle se nourrissait de son frère Edwin depuis sa tombe. Quelle était la raison pour laquelle il mourait. Et qu'il devait faire quelque chose immédiatement pour l'arrêter. Le médecin a retiré le cœur et les poumons de Mercy Brown. Juste là, dans le cimetière, pendant que les gens regardaient. Il les a posés sur une pierre plate. Et puis quelqu'un, les sources ne sont pas claires sur qui exactement, a allumé un feu et a brûlé les organes de cette jeune fille de 19 ans morte 2 mois auparavant. Ils ont regardé le cœur et les poumons se consumer, se réduire en cendres, et ils ont vraiment sincèrement cru, qu'ils étaient en train de sauver Edwin, qu'ils étaient en train de briser la malédiction, qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bon et de nécessaire et de juste. Les cendres ont été collectées. Elles ont été mélangées avec de l'eau ou du lait. Les sources varient sur ce point. Et elles ont été données à Edwin Brown à boire. Un jeune homme mourant de tuberculose a bu les cendres du cœur et des poumons de sa sœur morte parce que tout le monde autour de lui, sa famille, ses voisins, même le médecin local, pensait que c'était la seule chose qui pourrait le sauver. Edwin Brown est mort 2 mois plus tard. Boire les cendres de sa sœur n'a rien changé parce que comment ça aurait pu? Il mourait de tuberculose, une infection bactérienne qui n'a rien à voir avec des morts qui se nourrissent des vivants. Et aucun rituel, aucune superstition, aucune profanation de cadavres n'allait changer ça. Mais les gens qui avaient participé à ce rituel, qui avaient déterré Mercy Brown, qui avaient brûlé ses organes, qui avaient donné ses cendres à son frère,
Ils n'ont pas admis qu'ils s'étaient trompés. Ils n'ont pas dit oh, peut-être que ce n'était pas ça le problème. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. À la place, ils ont dit qu'ils avaient essayé trop tard, que la maladie était déjà trop avancée, que si seulement ils avaient déterré Merci plus tôt, Edwin aurait pu être sauvé. Parce que c'est ce que font les gens quand ils ont participé à quelque chose d'horrible. Ils ne peuvent pas admettre que c'était horrible. Ils doivent trouver un moyen de justifier ce qu'ils ont fait, de se convaincre que c'était nécessaire, que c'était juste, que si ça n'a pas marché c'est à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, et non à cause du fait fondamental que toute la prémisse était fausse depuis le début. L'histoire de Merci Brown s'est répandue. Les journaux en ont parlé. Pas pour condamner ce qui s'était passé, mais comme un récit fascinant de tradition folklorique, comme une curiosité, comme quelque chose d'étrange mais compréhensible compte tenu des circonstances. Il y a eu des voix qui ont critiqué le rituel, des gens qui ont dit que c'était barbare et superstitieux, mais il y en a eu tout autant qui l'ont défendu, qui ont dit que ces gens faisaient juste de leur mieux avec les connaissances qu'ils avaient, qu'on ne pouvait pas les blâmer d'essayer de sauver leur famille. Et vous savez quoi? Ces défenseurs avaient partiellement raison. Vous ne pouvez pas vraiment blâmer George Brown d'avoir essayé de sauver son fils, même si la méthode était basée sur la superstition. Vous ne pouvez pas vraiment blâmer les voisins qui pensaient sincèrement aider. Vous ne pouvez même pas vraiment blâmer le médecin qui aurait dû savoir mieux mais qui vivait dans une époque où la compréhension médicale de la tuberculose était encore très limitée. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez reconnaître que même quand les intentions sont bonnes, même quand les gens pensent sincèrement qu'ils font ce qu'il faut, ils peuvent participer à des actes profondément mauvais. Vous pouvez reconnaître que la conviction d'avoir raison ne rend pas automatiquement quelque chose juste. Vous pouvez reconnaître que certaines des pires choses qui arrivent dans ce monde ne sont pas causées par des gens méchants qui veulent faire du mal, mais par des gens ordinaires qui sont effrayés, désespérés, et prêts à croire n'importe quelle explication qui leur donne un sentiment de contrôle sur des circonstances qu'ils ne comprennent pas vraiment. Les gens qui ont déterré Merci Brown n'étaient pas des monstres. Ils étaient des humains confrontés à quelque chose de terrifiant qui dépassait leur compréhension, et dans leur désespoir, ils se sont accrochés à une explication qui semblait donner un sens au chaos. Mais l'explication était fausse. Et à cause de cette fausse explication, le corps d'une jeune fille de 19 ans a été profané, arraché à son repos, ouvert, mutilé, brûlé, tout ça pour rien, tout ça basé sur une croyance qui n'avait aucun fondement dans la réalité. Je pense beaucoup à Merci Brown. Je pense à ce que ça a dû être d'être elle, si d'une certaine manière elle savait ce qui se passait. Je pense à ce que ça représente qu'après sa mort, après avoir souffert de cette maladie horrible, après être morte si jeune avec tant de vie encore à vivre, son corps n'a même pas été autorisé à reposer en paix. Je pense au fait qu'elle est devenue un symbole, un exemple, une histoire qu'on raconte, mais qu'elle était une personne réelle avec une vraie vie et de vrais rêves et de vraies peurs, et que tout ça lui a été enlevé non seulement par la maladie mais par les actions de gens qui pensaient faire la bonne chose. Et je pense au fait que son histoire n'est pas unique. Le cas de Merci Brown est devenu célèbre parce qu'il a été bien documenté, parce que les journaux en ont parlé, parce qu'il s'est produit relativement tard dans l'histoire, à une époque où les gens commençaient à remettre en question ces pratiques. Mais il y a eu des dizaines, peut-être des centaines d'autres cas similaires en Nouvelle-Angleterre au XVIIIe et XIXe siècle. Des dizaines d'autres familles qui ont déterré leurs morts. Des dizaines d'autres corps qui ont été profanés. Des dizaines d'autres rituels effectués par des gens désespérés qui pensaient sauver leurs proches. La plupart de ces cas n'ont pas été documentés. La plupart de ces noms ont été oubliés. Mais ils se sont produits. Et chaque fois, c'était la même dynamique. La peur, l'ignorance, le désespoir, menant à des actes qui semblaient justifiés sur le moment mais qui étaient en réalité basés sur des croyances complètement fausses. Chaque fois, c'étaient des gens ordinaires qui participaient à quelque chose d'extraordinairement troublant tout en croyant qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Ce qui me ramène à ce que j'ai dit au début. Ce qui rend l'histoire de Merci Brown si terrifiante, ce n'est pas le côté surnaturel, ce n'est pas l'idée de vampire ou de mort-vivant. Parce que tout ça c'est juste du folklore, juste des histoires. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est la réalité humaine. C'est le fait que des gens normaux, des gens bons, des gens qui aimaient leur famille, ont pu être convaincus de faire quelque chose d'aussi horrible que de déterrer le cadavre d'une jeune fille et de lui arracher le cœur. C'est le fait qu'ils l'ont fait non pas avec cruauté mais avec conviction. Non pas par haine mais par amour. Non pas parce qu'ils voulaient faire du mal mais parce qu'ils voulaient désespérément faire du bien. Et c'est ça qui devrait nous terrifier parce que ces mêmes dynamiques existent toujours aujourd'hui. Pas dans les cimetières de Nouvelle-Angleterre, pas avec des rituels de vampires, mais dans d'autres contextes, d'autres situations, où des gens sont convaincus que quelque chose d'horrible est en fait nécessaire et juste. Nous vivons toujours dans un monde où des narratifs peuvent être construits pour justifier des actes terribles.
Où la peur peut être transformée en action. Où le désespoir peut mener à des choses que les gens n'auraient jamais imaginé faire dans des circonstances normales. Où des explications fausses mais convaincantes peuvent pousser des communautés entières à participer à des choses qu'elles regretteront plus tard ou qu'elles refuseront d'admettre avoir regrettées. Les gens qui ont regardé le cœur de Mercy Brown brûler pensaient être du bon côté de l'histoire. Ils pensaient qu'ils comprenaient ce qui se passait, qu'ils avaient l'explication correcte, qu'ils prenaient les mesures nécessaires. Ils avaient tort. Complètement, totalement, tragiquement tort. Mais leur conviction était totale. Et cette conviction a suffi à les faire participer à quelque chose qui nous semble maintenant, avec le recul et la connaissance, absolument révoltant. Alors voilà ma question pour vous. Quand vous regardez autour de vous aujourd'hui, quand vous voyez des gens convaincus qu'ils font ce qu'il faut, qu'ils combattent le bon combat, qu'ils prennent les mesures nécessaires même si ces mesures semblent extrêmes à certains, comment savez-vous qui a raison? Comment savez-vous que vous n'êtes pas en train de participer à quelque chose que les gens dans 100 ans ou 200 ans regarderont avec le même mélange d'horreur et d'incrédulité que nous regardons le cas de Mercy Brown? Comment savez-vous que la conviction que vous ressentez, que la certitude que quelque chose doit être fait, n'est pas exactement la même conviction fausse que ressentaient les gens debout autour de cette tombe en 1892. Je ne prétends pas avoir les réponses à ces questions. Je ne prétends pas savoir avec certitude ce qui est juste et ce qui est faux dans toutes les situations complexes que nous affrontons aujourd'hui. Mais je sais que l'histoire de Mercy Brown nous enseigne que la conviction ne suffit pas. Que les bonnes intentions ne suffisent pas. Que même quand tout le monde autour de vous est d'accord, même quand les experts participent, même quand ça semble logique selon les informations que vous avez, vous pourriez quand même avoir terriblement tort. Je sais que ça nous enseigne à questionner nos certitudes, à examiner nos convictions, à demander d'où viennent nos informations et si elles sont vraiment fiables. À résister à la tentation de chercher des explications simples à des problèmes complexes, surtout quand ces explications nous donnent quelqu'un ou quelque chose à blâmer. À être méfiant quand le désespoir nous pousse vers des solutions qui semblent dramatiques mais nécessaires. À nous souvenir que les pires choses ne sont pas toujours faites par des gens qui savent qu'ils font le mal, mais souvent par des gens qui sont absolument convaincus qu'ils font le bien. Les gens qui ont profané le corps de Mercy Brown ne se voyaient pas comme des profanateurs. Ils se voyaient comme des sauveurs. Ils pensaient qu'ils étaient en train de sauver Edwin, de protéger leur communauté, de faire ce qu'il fallait face à une menace terrifiante. Et c'est exactement ce qui les a rendus capables de faire quelque chose d'aussi horrible. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas que c'était horrible. Ils le voyaient comme nécessaire. Comme justifié. Comme l'unique option rationnelle compte tenu de ce qu'ils croyaient être vrai. Laissez-moi vous dire une dernière chose sur Mercy Brown, un détail que je trouve à la fois déchirant et significatif. Après que son corps ait été profané, après que son cœur et ses poumons aient été brûlés, le reste de son corps a été remis dans le cercueil et réenterré. Il y a une pierre tombale qui marque sa tombe dans le cimetière d'Exeter. Et pendant longtemps, cette pierre tombale est devenue une sorte d'attraction touristique morbide. Les gens venaient la voir, prenaient des morceaux de la pierre comme souvenir, laissaient des objets, des pièces de monnaie, des messages. La tombe de Mercy Brown est devenue un symbole, un lieu de fascination pour les gens intéressés par l'histoire des vampires et du folklore, et pendant des décennies, personne ne semblait vraiment se souvenir qu'il y avait une vraie personne là-dessous, une vraie jeune fille qui était morte d'une vraie maladie et dont le seul crime avait été de mourir dans les mauvaises circonstances. En 2012, plus d'un siècle après sa mort, quelque chose de remarquable s'est produit. Un groupe d'historiens et de descendants de la famille Brown ont organisé une cérémonie au cimetière d'Exeter. Ils ont lu des déclarations sur qui était vraiment Mercy Brown, pas le vampire du folklore mais la personne réelle. Ils ont parlé de la tuberculose et de comment elle a dévasté les familles au XIXe siècle. Ils ont reconnu ce qui lui avait été fait et ils se sont excusés, au nom d'une communauté qui n'existe plus vraiment, au nom d'une époque révolue. Ils se sont excusés auprès d'une jeune fille qui est morte il y a plus de 100 ans et dont le corps a été profané par des gens qui pensaient faire la bonne chose. Je ne sais pas si des excuses peuvent signifier quelque chose pour quelqu'un qui est mort depuis si longtemps. Je ne sais pas si Mercy Brown, où qu'elle soit maintenant, si elle est quelque part, se soucie vraiment de ce qui s'est passé avec son corps après sa mort. Mais je pense que ces excuses étaient importantes quand même. Pas pour Mercy, nécessairement, mais pour nous. Pour reconnaître que quelque chose de terrible s'est produit. Pour admettre que les bonnes intentions ne justifient pas les mauvaises actions. Pour dire à haute voix que même quand tout le monde pense faire ce qu'il faut, même quand toute une communauté est d'accord, ils peuvent quand même se tromper terriblement. C'est ce que j'espère que vous retiendrez de cette histoire. Pas les détails macabres, même s'ils sont importants pour comprendre ce qui s'est passé. Pas le folklore des vampires, même si c'est fascinant d'un point de vue historique. Mais la leçon plus profonde sur la nature humaine,
sur comment des gens bons peuvent faire des choses terribles quand ils sont effrayés et désespérés et convaincus qu'ils ont l'explication correcte à quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Souvenez-vous de Mercy Brown. Souvenez-vous de ce qui lui a été fait. Souvenez-vous que les gens qui l'ont fait ne pensaient pas être des méchants. Souvenez-vous que la conviction ne rend pas quelque chose juste. Souvenez-vous que les pires choses arrivent souvent quand les gens sont absolument certains qu'ils font ce qu'il faut. Et la prochaine fois que vous êtes tenté de participer à quelque chose, la prochaine fois que vous êtes convaincu que quelque chose doit être fait même si ça semble extrême, la prochaine fois qu'on vous dit qu'il y a une menace qui justifie des mesures extraordinaires, arrêtez-vous. Questionnez. Demandez-vous si vous pourriez être en train de jouer le rôle des gens debout autour de cette tombe en 1892, convaincus qu'ils sauvaient une vie alors qu'en réalité ils profanaient un cadavre pour rien. Parce que 130 ans plus tard, quelqu'un pourrait raconter votre histoire. Et j'aimerais penser que quand ils le feront, vous ne serez pas la foule qui a participé à quelque chose de terrible en pensant que c'était juste. J'aimerais penser que vous serez la personne qui s'est arrêtée, qui a questionné, qui a refusé de participer jusqu'à être absolument certaine que c'était la bonne chose à faire. C'est tout ce que j'espère. C'est pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Souvenez-vous de Mercy Brown. Souvenez-vous de ce qui lui a été fait. Souvenez-vous pourquoi. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée et racontée, je vous serai reconnaissant de vous abonner à cette chaîne. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, d'autres vérités historiques qui ont été enterrées sous des narratifs officiels, d'autres leçons du passé qui méritent d'être rappelées. Et si vous avez des pensées sur ce que j'ai partagé, des questions, des réactions, des choses que vous voulez me faire savoir, laissez-les dans les commentaires. Je les lis. Elles comptent pour moi. Et parfois elles façonnent ce dont je choisis de parler ensuite. L'histoire de Mercy Brown est terminée, mais la conversation n'a pas à l'être. Merci d'avoir été là.